Bienvenue aux artistes au cœur de la cause. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'aurez deviné, on est avec Jean-Marie Lapointe. Comment tu vas, Jean-Marie? Très bien. Je suis donc bien heureuse de t'avoir en entrevue. Ben oui. Toi qui es omniprésent partout en ce moment avec ta nouvelle télésérie Fin de mois, qu'on peut voir au canal Moi et compagnie. Dis-moi, tu interviews des gens pour qui chaque jour c'est un combat. Ouais. Le fait de leur avoir donné cette tribune-là, est-ce qu'au niveau de la diffusion, ça a pu aider quelques familles depuis le début? Écoute, il n'y a pas eu une semaine après la diffusion où j'ai pas reçu des messages me demandant les coordonnées de telle famille, de telle personne, parce que les gens ont eu un élan des aider, que ce soit même de leur donner une sécheuse, de leur payer une épicerie, de payer un camp de vacances pour un des enfants. Il y a eu un bel élan de générosité. Puis ça, là, c'est tellement ce qu'on souhaitait, mais indirectement. Nous autres, on voulait montrer la pauvreté telle qu'elle est en 2019-2020. Ouais. C'est quoi la réalité de la pauvreté? Puis de faire tomber des préjugés, les gens qui ont des idées préconçues par rapport aux personnes qui sont sur l'aide sociale, par exemple. On voulait montrer ça. Puis avec la série, juste avant, Face à la rue, l'intention, c'était qu'on change notre regard face aux personnes en situation d'itinérance, qu'on les traite comme des humains, pas comme des sous-humains. C'est le fun parce que ce changement-là a opéré. Les gens nous en ont parlé. On ne regarde plus les gars et les filles dans la rue de la même façon. Donc ça, c'est mission accomplie. Puis pour Fin de mois, il y a un petit peu de ça, mais tu sais, l'entraide, cet élan de générosité-là, on n'a pas fait une série avec une intention de donner au suivant. C'était pas l'intention. Mais c'est ce qui arrive aussi. Alors ça, c'est un bonus. Puis ça, je trouve ça extraordinaire, tu sais. Alors des chaînes comme Moi et compagnie ont pas nécessairement une mission sociale. C'est pas peut-être le but. On veut divertir, on veut informer, on veut sensibiliser, mais si en plus, on éveille les consciences puis on active la compassion chez les gens, hey, alléluia. Vraiment, puis en plus, vous, dans le fond, ce que vous faisiez, c'est d'être là à titre d'observateur, poser quelques questions sur leur quotidien. Et il y a également une émission qui s'en vient où tu interviews des personnes qui sont issues de l'immigration et qui ont des diplômes, des doctorats, qui ont énormément de difficultés à se trouver des emplois ici au Québec au niveau de la bureaucratie et tout. Donc, on voit que la pauvreté prend plusieurs visages. Oui, puis tu sais, ça, c'est un document, c'est un dossier particulier, c'est-à-dire que même, il y a des médecins de pays industrialisés, des pays pratiquement comme nos cousins, que ce soit en France ou même en d'autres pays où, pas parce que tu es médecin dans ton pays que tu vas être automatiquement médecin ici. Tu te dis, comment ça se fait qu'en 2019, on n'arrive pas à reconnaître cette équivalence-là? Et on l'a vu beaucoup. Donc, évidemment, quand tu viens d'un pays en Afrique ou au Mexique, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes normes au niveau de l'éducation. Je ne connais pas les comparables. Les barèmes ni les comparables, mais en même temps, tu te dis, ces gens-là avaient quand même une vie dans leur pays d'origine, mais ils ont quitté leur vie là-bas pour des raisons de santé, des raisons de sécurité, des raisons écoute, on est dans une impasse économique dans notre pays, on a un dictateur, faut qu'on parte de là. Là, ils disent, on va se donner une chance ici. Et cette réalité-là, elle leur frappe en plein visage parce qu'ils réalisent qu'ils tombent de haut. Donc, ils sont en mode survie. Alors, tu sais, c'est ce qu'on essaie de montrer dans Fin de mois, c'est que les gens survivent du mieux qu'ils peuvent à longueur d'année pour se rendre à la fin du mois. C'est pour ça qu'on a appelé l'émission Fin de mois, tu sais. On va-tu se rendre à la fin du mois, puis comment, tu sais? Alors, c'est ça qu'on trouve touchant. Tu sais, le mot résilience est revenu presque à chaque épisode parce que c'est des gens qui sont résilients, c'est des gens qui se servent d'une épreuve pour essayer de rebondir, des gens qui sont débrouillards, des gens qui sont ingénieux, des gens qui trouvent toutes sortes de trucs légaux pour arriver à échanger. Contre un panier d'épicerie, je vais aller faire du bénévolat à tel endroit. Pour payer, mettons, un camp de vacances à mon fils, je vais aller faire du bénévolat dans son équipe de baseball, par exemple, tu sais. Des échanges de services. Ouais. Écoute, en espérant qu'il va y avoir une suite à cette série-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'effervescence et les gens regardent ça avec entrain. Félicitations pour ça. Merci. Jean-Marie, tu as monté une conférence qui s'appelle « Le bonheur de bénévoler ». Oui. Parfois, tu la donnes gratuitement. Parfois, tu l'utilises pour faire des levées de fonds avec certains organismes.
et entreprises, ça donne des ailes de bénévoler. Oui, oh mon Dieu, ouais, bénévoler, s'envoler, bénévoler. En fait, oui, ça donne des ailes, puis ça a donné quand même à une bonne partie de ma vie un sens. C'est-à-dire que j'ai eu des longues périodes dans ma vie, dans ma carrière professionnelle où j'ai pas eu d'engagement. Puis au lieu de rester à la maison, les bras croisés à me morfondre puis à m'apitoyer sur moi-même, ben j'ai réalisé assez rapidement que, hey, ben au moins j'ai du temps. À défaut d'avoir de l'argent, j'ai au moins du temps. Donc, si j'ai du temps, je peux l'offrir ce temps-là, puis ça a une grande valeur, le temps, dans la société. Souvent plus l'argent. Ben, tu sais, plus, oui, non, c'est-à-dire que si tu es multimillionnaire, probablement que tu as un mode de vie qui t'empêche d'avoir beaucoup de temps. Donc, ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu fais des dons. Tu aides des corporations, tu aides des levées de fonds, des télétons, puis tu peux faire des dons assez importants. Puis ça, c'est important. Moi, je trouve que c'est important de le souligner. Puis il faut pas dénigrer les gens qui sont très riches puis qui donnent de l'argent au détriment, par exemple, là, ou encore à l'avantage des personnes qui sont, mettons, je sais pas moi, des bénévoles. Puis le bénévolat, ce que j'ai trouvé enrichissant pour moi, c'était d'être sur le terrain, d'y aller main dans la main avec la personne, un enfant en fin de vie ou défis sportifs pour les enfants qui ont des handicaps ou des limitations. Peu importe les causes avec lesquelles je suis impliqué, il y en a plusieurs, je peux peut-être pas toutes les nommer, mais pour moi, d'être sur le terrain en relation one-on-one avec un individu, c'est de ça dont j'avais besoin pour apprendre sur l'être humain. Pendant une vingtaine d'années, j'en ai fait, j'en fais encore. Et ce que je retire en retour, c'est un enseignement sur l'humain. Et ces enseignements-là, ben, je les mets au service de mes projets, que ce soit face à la rue, fin de mois ou mes conférences. Ben, je me sers de tout mon vécu, de toutes les rencontres que j'ai faites pour montrer à quel point j'ai été enrichi. Ça n'a pas été payant financièrement à faire du bénévolat. Quoique aujourd'hui, quand je donne une conférence sur le bénévolat puis qu'on me paye, c'est intéressant. Mais ça a été payant au niveau humain dans mes projets. Et c'est ces projets-là qui me font gagner ma vie maintenant. Donc, indirectement, le bénévolat est devenu une source financière pour moi. Effectivement. On vit dans une société où peut-être les mouvements humanitaires sont pas très tendances ou sont pas très sexy. Est-ce que tu trouves qu'il y a une recrudescence du bénévolat, une recrudescence du don de soi, peut-être dans les nouvelles générations ou les anciennes ou les gens en général? Ben moi, je suis biaisé parce que du bénévolat, j'en fais depuis une vingtaine d'années, puis je trouve qu'il y a toujours de plus en plus de bénévoles qui sont impliqués. Genre, je t'ai parlé tantôt du défi sportif Altergo. On a de plus en plus de bénévoles à chaque année, puis ça fait au-dessus de 35 ans que l'événement existe. Donc, je me dis, ça veut dire que là, s'il y a plus de bénévoles, ça veut dire que les gens savent que ce bénévolat existe, puis que ceux qui sont allés, ils y retournent. Donc, il y a un gain à bénévoler. Donc, est-ce que c'est tendance ou ça n'est pas tendance? Ben moi, c'est un petit peu comme ton verre, tu sais, il est-tu à moitié vide ou il est à moitié plein? Donc, pour moi, il est à moitié plein parce que j'ai une attitude comme ça. Mais pour un pessimiste, il va dire qu'il est à moitié vide. Donc, moi, je trouve que dans la tendance, dans la société, il y a des gestes de bonté, il y a des gestes d'entraide, il y a des gestes de générosité plus qu'avant. Et sur les réseaux sociaux, ça dépend à quoi tu es abonné. Si tu es abonné à des vidéos où on voit des animaux qui s'amusent, qui ont du fun, des petits-enfants qui bercent un chat dans leurs bras, tu vois des gestes de bonté, ça dépend à quoi tu t'abonnes. Alors, ça dépend comment tu vois la vie. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gestes de bonté que de catastrophes. Il y a des bad luck dans l'humanité, il y a de la guerre encore, il y a du racisme, il y a de la violence, mais y a-tu plus de gestes de violence ou des gestes de bonté? Moi, j'aime croire qu'il y a plus de gestes de bonté que de gestes de violence. Par contre, qu'est-ce qui est spectaculaire quand tu écoutes la télé, quand tu écoutes les nouvelles? Ce qui est négatif. Ben oui, c'est ça. Ouais. Malheureusement. Ben écoute, toi, ta drogue à toi, c'est la dopamine. Entre autres. Tu es un grand sportif. Ouais. Tu pratiques d'ailleurs le bateau dragon. Et le kayak de vitesse, et la moto, ouais, tout ce qui est à peu près source de dopamine puis d'adrénaline. OK. Et est-ce que c'est important pour toi quand tu t'impliques dans un sport, que ce soit un sport d'équipe? Le kayak de vitesse, j'en fais tout seul dans mon kayak, mais je m'entraîne avec d'autres partenaires. J'aime mieux m'entraîner en gang. Le bateau dragon, on est 20 dans un bateau. Donc, c'est sûr que c'est un vrai sport d'équipe. C'est quand même assez impressionnant à regarder aussi. Oui, c'est impressionnant. Puis ce qui est spectaculaire, c'est quand un bateau avance bien et avance vite. Et ça, ben, il y a juste une façon d'avancer vite dans un bateau dragon, c'est que les 20 rameurs pagaient en même temps. Exact. Donc ça, c'est la clé. Le synchronisme et les gens doivent aller tout le temps en même temps au même rythme.
Puis ça prend des années d'entraînement pour maîtriser ton coup de pagaie pour que tu sois en même temps que le gars en avant ou la fille en arrière. Bon. Pourquoi j'aime les sports d'équipe? Je suis un être social. Autant j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de m'hésiter, j'ai besoin de faire mes affaires dans ma tête, j'ai besoin d'embarquer sur ma moto puis je suis tout seul, autant j'ai besoin de l'interaction avec l'autre. Puis, je me suis rendu compte, pour avoir pratiqué des sports individuels, quand tu gagnes, la satisfaction est immense. Mais quand tu gagnes en gang, elle est décuplée par le nombre de personnes avec qui tu es, tu sais. Donc, si tu gagnes une course puis tu es 20 dans ton bateau, ben c'est comme 20 fois plus intense pour moi la manifestation de joie, tu sais. On vient d'avoir les Blues de Saint-Louis qui ont gagné la Coupe Stanley pour la première fois de leur existence. Mais moi, quand je vois les individus qui ont gagné, je vois pas juste un gars, je vois un gars multiplié par tout le monde autour, tu sais, que ce soit le préposé, l'entraîneur, les fans. Le sport d'équipe fait en sorte que ta joie, elle est décuplée. Et ta déception, quand tu perds une course, quand tu perds une game, mais le fait d'en avoir un autre qui pleure avec toi, tu es déjà moins seul dans ta tristesse, dans ta déception, dans ta peine. Et ça aussi, c'est important. Pour moi. Alors, il y a des personnalités qui sont peut-être plus fortes pour des sports individuels que des sports d'équipe. Moi, je m'identifie plus aux sports d'équipe. Tu es vraiment un gars de gang. Ouais. Écoute, je suis quand même une très bonne recherchiste, OK? Et je sais de sources sûres que vers la fin des années 70, tu t'es ramassé dans le Maine, ouais. dans un camp qui s'appelle le camp Tekakwitha. Exact. Et tu as déjà dit dans les médias que durant l'adolescence, tu avais été aux prises avec la boulimie, l'anorexie. J'aimerais savoir, cet été-là, dans quel état d'esprit tu te trouvais? Moi, mes comportements boulimiques ou anorexiques sont arrivés après l'adolescence. Disons que l'adolescence a été le terreau fertile pour que des troubles de santé physique, physiologique, mentaux, peu importe, ont peut-être pu commencer. Par contre, à l'adolescence, quand j'ai découvert le bonheur d'aller au camp Tekakwitha, c'était aussi une période où papa avait encore des problèmes de consommation d'alcool. Tu sais, il arrêtait, il consommait, et il n'avait pas encore complètement arrêté. Il n'avait pas démarré la maison Jean Lapointe et tout ça. Ouais. Donc, je vivais de l'insécurité aussi par rapport à un papa qui avait des problèmes d'alcool. Donc, l'ambiance dans laquelle moi j'ai grandi, dans mon enfance, dans l'adolescence, il y avait beaucoup d'anxiété, il y avait beaucoup d'insécurité, il y avait beaucoup de peur. Puis Dieu sait que l'enfant et l'adolescent ont besoin de sécurité. Oui. À cette sécurité-là, je l'avais pas tout le temps à la maison de par l'instabilité de l'alcoolisme, mais qui est causée par l'alcoolisme. Mais en même temps, au camp Tekakwitha, tu sais, tu partais dans un camp de vacances qui est situé aux États-Unis, oui, avec une gang de campeurs qui deviennent tes amis d'été. Puis là, tu te valorises dans le sport, dans les expéditions, dans le respect de la nature. Donc, je me suis retrouvé à développer des racines interpersonnelles, mais aussi à découvrir des choses que j'allais aimer sur la vie, sur ma vie à moi. Et ça a été vraiment une expérience humaine profonde. Puis je remercie mes parents de m'avoir offert les 5 années, parce que j'ai été au camp Tekakwitha pendant 5 ans. 5 ans consécutifs, ouais. Donc, j'ai découvert plein de choses, puis on partait un mois. Donc, c'est quand même quelque chose de partir de chez toi quand tu es un enfant, un adolescent, un mois, et tes parents te laissent entre les mains de boniteurs, d'intervenants. Donc, moi, j'ai été parmi les privilégiés que j'ai pu connaître le bonheur d'être dans un camp de vacances. Puis le camp Tekakwitha, qui était dirigé à l'époque par les pères dominicains, avait une vocation aussi de respect, il y avait de la spiritualité aussi. Donc ça, c'est des belles valeurs qui sont aussi encore en moi. Écoute, pendant un mois, ça n'a vraiment pas le choix de devenir une deuxième famille. Ah oui, puis je me rappelle, à chaque fois qu'on quitte le camp, la dernière journée du camp, j'ai jamais broyé de même dans toute ma vie, à part peut-être au décès de ma mère, mais oui, c'est vrai que c'est déchirant, parce que tu crées des liens tellement forts. T'as beau te dire, ben j'espère qu'on va se voir l'année prochaine, ça se peut qu'on se revoie pas, ça se peut que le jeune ne revienne pas, ça se peut que moi aussi je revienne pas, mais pendant un mois, il y a des relations qui sont tricotées, serrées. Alors, tu sais, c'est intense, mais ça te donne aussi un enseignement. La vie est faite de départ, de connexion, c'est fait, il y a des débuts, il y a des fins. Alors, ça te force peut-être encore plus à vivre le moment présent
tel qu'il est parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, j'ai appris, moi, à m'investir, à m'attacher, mais aussi à me détacher. Puis ça, c'était pas facile. Ça fait grandir aussi. Ouais. Le public connaît beaucoup ton père, Jean Lapointe. Mm-hmm. J'aimerais que tu nous parles aujourd'hui un peu plus de ta mère, Marie. Ça a été quoi ton plus beau souvenir avec elle, de ce que tu te souviens de ses petites habitudes? C'est drôle parce que hier, j'étais avec ma copine, puis elle faisait du bricolage pour son fils. Oui. Avec ses parents, puis ça m'est revenu. Je me suis souvenu à un moment donné au primaire, les professeurs avaient dû mentionner aux parents que on devait bricoler une espèce de masque, un casque qui est en carton. Et ma mère l'avait fait pour ma sœur aînée et moi. Et ce qu'elle avait fait, là, c'était de toute beauté. Je me suis souvenu de ce qu'elle avait fait et aussi sa façon appliquée par le souci du détail, d'être bien fait. Et je me rappelle quand on avait été à l'école avec nos espèces de masques, casques en carton, les gens avaient été impressionnés. Ils disaient « Ah, il est donc bien hot! » Là, j'étais fier de ma mère. J'étais fier de savoir que c'était ma mère qui avait fait ça. Et je me rappelle, maman, de par son éducation, c'était pas la femme peut-être la plus affectueuse dans ses gestes corporels. Oui. Ma mère, nous prendre dans ses bras, j'ai pas tant de souvenirs, c'est sûr. Quand on était bébé, elle nous a nourris, elle nous a torchés, elle nous a lavé, elle nous a aimés, tout ça. Mais à l'âge adulte, ça a été plus difficile, ce contact-là. Mais je me suis souvenu de plein de moments où maman était capable de grande tendresse, de très grande bonté. Et ça m'a fait du bien que ce flash-là me revienne, tu sais, et me dire, ah, wow, c'est vrai que maman a fait ça aussi. Donc, il y a des bouts que j'ai oubliés, mais quand il y a des flashs, il y a des petits pop-up qui reviennent, tu te dis, oh my, tu sais, c'est fou que tout ce que nos parents ont pu faire pour nous, tu sais. C'est puissant. Ouais. Penelope McQuaid, c'est une animatrice extrêmement talentueuse que tout le monde connaît. Ben oui. Penelope McQuaid, pour toi, c'est qui? Ah, c'est une de mes meilleures amies. C'est une grande amie. Penelope et moi, on est devenus ben chum quand, en 1993, en 93, si mon souvenir est bon, on a fait Service compris. C'est une émission qui jouait juste ici à côté, à Télé-Québec. À l'époque, ça s'appelait Radio-Québec. Ouais. Et c'était l'émission... le pendant estival de Téléservice. C'était leur grosse émission à Télé-Québec, à Radio-Québec à l'époque. Et cet été-là, on a choisi 2 animateurs. C'était un tandem. C'était Marcia Pilote et moi. On co-animait. Et dans cette gang-là, il y avait des vedettes. Il y avait Penelope McQuaid qui était chroniqueur. Il y avait Jean-François Plante. Il y avait Patrick Masbourian. Écoute, on était toute une gang. Et c'était le fun parce qu'on avait un beau petit show d'été. Et c'est à travers ce show d'été-là que j'ai aussi développé mon talent d'animateur, d'intervieweur. Et Penelope était une des chroniqueuses de la gang. Puis moi, quand j'ai rencontré Penelope, ça a tout de suite connecté comme si c'était ma jeune sœur. Puis ils ont à peu près le même âge d'ailleurs. Puis c'était comme une autre sœur dans ma vie. Ça a été vraiment comme ça. Puis Penny, c'est le fun parce que tu sais, on parle que les relations goffées, ça souvent, il y a un moment où ça peut chirer, c'est plus de l'amitié, il y a de l'attirance, il y a une espèce d'ambiguïté. Moi, il y a 0 ambiguïté, il n'y en a jamais eu en plus. Ça a toujours été clair entre elle et moi, puis c'est vraiment une bonne amie, puis c'est une bonne amie qui, à tour de rôle, on s'est beaucoup aidé de 1001 façons. Que ce soit d'un support financier, que ce soit d'un support personnel, spirituel, on s'est beaucoup accompagné et que malgré le fait que, tu sais, on se parle pas tous les jours, ni même à toutes les semaines, ni même à tous les mois, mais quand on se voit puis quand on se parle, c'est toujours extrêmement significatif pour l'un et l'autre. Donc, il n'y a absolument rien qui change, que ça fasse 2 mois que vous vous soyez vus. Le lien est toujours aussi présent. Oui, puis ça change pas non plus la nature de notre relation, que moi je sois sans emploi ou elle travaille comme une folle. On reste toujours disponible. Parce que de toute façon, même si je suis bien occupé ou si elle l'est aussi, oui. Si moi j'écris ou j'envoie un appel ou j'envoie un texto à Penelope et je dis hey, j'ai besoin de te parler, c'est sûr qu'on se parle. Okay. Ça sera vraiment... ça sera jamais compliqué de se connecter. À moins qu'elle soit dans un autre pays ou que je sois dans une retraite de méditation au fin fond du Népal. Mais je sais que quand on est rejoignable, on se redonne des nouvelles, c'est rapide. Parlant du Népal, ouais. Toi, tu pratiques le bouddhisme. Ouais. Tu dis avoir trouvé un sens à toi là-dedans. Oui. Tu as été en Inde également. Mm-hmm. C'est quelque chose que tu veux reproduire. Est-ce que tu retournes en Inde bientôt ou l'année prochaine? Ben, c'est pas bientôt le prochain voyage en Inde, mais tu sais, voyager en Inde,
quand même, tu y as été pendant 3 semaines. C'est un peu comme si je te disais, mon beau-frère est venu visiter le Canada et il a bien trippé. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, il est resté 2-3 jours à Ottawa. Il a bien aimé ça. Ben oui, mais excuse, mais t'as vu Ottawa seulement au Canada, puis tu dis que t'as trippé au Canada. Comment veux-tu te donner une idée de qu'est-ce que le pays? Alors, tu as visité une ville. Donc, moi, j'ai visité quelques régions en Inde, mais l'Inde, c'est aussi vaste que les États-Unis, pratiquement. Donc, tu sais, j'aurais plusieurs voyages à faire en Inde pour me faire une idée, puis encore là, tu sais. Sauf que ce que j'ai aimé de ces voyages-là, puis je suis allé souvent en Asie, puis je suis allé souvent faire des voyages un peu de ressourcement spirituel, de retraite, de méditation, c'est... Écoute, c'est non seulement c'est enrichissant, mais c'est indispensable. On développe du temps pour aller au gym, pour bien manger, prendre soin de son corps, mais si on ne développe pas autant de temps pour développer son esprit, pour calmer ce petit singe qui se fait aller là, d'une branche à branche dans ta tête, à un moment donné, tu vas être pas pire qu'une girouette qui va aller à droite puis va à gauche. Tu sais. C'est important d'investir du temps pour le développement personnel puis l'entraînement de l'esprit. Puis je trouve que dans le bouddhisme, par la méditation, ça a été ça, moi, qui m'a donné une espèce une hygiène mentale de vie. Puis la méditation, les gens pensent que c'est un peu ésotérique. C'est pas du tout ça. C'est d'apprendre à respirer par le nez, les yeux fermés ou les yeux ouverts, assis sur un banc de méditation, sur une chaise. Tu fais ça tous les jours pendant 10-15 minutes, puis ça va changer ta vie. C'est niaiseux, hein? C'est un peu comme de pratiquer la gratitude. Si à tous les jours, tu es capable de dire merci. Merci à quoi? Ben, merci à ma santé, merci au fait que je suis capable de me déplacer tout seul, je suis autonome, merci au fait que j'ai une voiture, merci j'ai une moto, merci j'ai un toit. Mais déjà de dire merci à tous les jours, tu es beaucoup plus dans l'abondance que dans l'absence. Tu es capable de dire, hey, j'ai ça, et non pas, hey, il me faut ça, puis il me faut ça. Exactement. C'est pas pareil, là. Puis justement, de pouvoir côtoyer des gens qui ont des handicaps, qui sont en fin de vie, ça ouvre l'âme également, tu sais. Ça brasse les émotions, puis c'est sûr que ça te permet de voir aussi que ben c'est peut-être toi le prochain, parce que on est tous mortels. Ça veut pas dire qu'on va tous avoir un handicap, on va tous se ramasser avec une amputation ou un fauteuil roulant, mais une chose est garantie, c'est qu'en venant au monde, on a aussi la garantie de mourir. Donc, et de côtoyer des gens en fin de vie, c'est un doux rappel que c'est une question de temps que ça va t'arriver. Soit que ça va t'arriver comme un troc qui te ramasse, ou avec une maladie dégénérative, ou avec une crise cardiaque, on ne sait pas, tu sais. Mais une chose est certaine, à moins de faire la demande pour l'aide médicale à mourir, puis qu'il y a une date de tombée, là, à une heure précise, il n'y a pas grand monde qui peut prédire sa mort, là, tu sais. Effectivement. Jean-Marie, je peux pas t'avoir en entrevue sans te parler de Johanna Comtois. Oui. Johanna, qui est une petite fille que tu as accompagnée justement dans la maladie. Ça fait maintenant 8 ans qu'elle est décédée. Elle est décédée le 11 février 2011. Et tu dis que Johanna t'habite encore. Mm-hmm. Tu dis également que la mort peut mettre fin à la vie, mais elle ne peut pas mettre fin à la relation. Oui. Est-ce que tu penses que cette petite étoile-là, avec ses grands yeux bleus, va t'accompagner toi jusqu'à ta fin? Seulement si moi je continue d'entretenir ce lien-là. Mm-hmm. Tu sais, tu viens de le dire, cette citation-là de Marie de Henzel qui avait dit « La mort met fin à une vie, mais pas à la relation ». La relation, si tu veux qu'elle perdure dans le temps, ça demande que quelqu'un l'entretienne. Exact. 2 amitiés, pour qu'elles soient vivantes, c'est que les 2 personnes doivent l'entretenir. C'est la même chose avec Johanna ou tous les autres enfants que j'ai eu le bonheur d'accompagner en fin de vie. Bien, la beauté dans tout ça, c'est que je suis, tant et aussi longtemps que je vais faire ma conférence de bonheur de bénévoler, bien, je suis... comment je pourrais dire, condamné à parler d'eux autres parce que puis c'est une belle condamnation, puis c'est même un cadeau parce que ces gens-là m'ont tellement apporté que quand je rends hommage aux personnes que j'ai accompagnées qui sont décédées, c'est que je les garde vivantes. Tu sais, ces personnes-là sont encore vivantes et là, ça permet à des gens de découvrir qu'elles étaient donc des personnes extraordinaires et qu'elles étaient riches d'un enseignement, riches d'une certaine sagesse, même si ces jeunes-là sont décédés très, très jeunes. Donc, pour en revenir avec Johanna Comtois, pas plus tard que hier, je parlais à sa maman, Natacha. La maman, elle est présidente de la fondation de Johanna Comtois. Johanna a lancé sa fondation avant de mourir,
Et les fonds servent à la recherche sur les cancers rares, les cancers pédiatriques rares chez les enfants. Et la maman, elle est présidente. On m'a demandé de m'impliquer, donc je suis devenu par la force des choses vice-président de la fondation. Et puis, c'est pour moi une façon aussi de garder vivante la belle Joanna. C'est important de garder vivante sa mission, sa mémoire. Ça, pour moi, c'est important. Puis, c'est un rappel aussi à quel point j'ai été privilégié d'être dans l'intimité de cette famille-là, parce que quand tu es en fin de vie, ben c'est sûr que tu choisis le monde avec qui tu veux passer tes dernières semaines, tes derniers jours, tes dernières heures. Et moi, j'étais un des privilégiés qui a eu accès à cette famille-là. Donc, c'est pour moi aussi un doux rappel que, hey my God, j'ai été chanceux d'avoir pu être aussi proche d'une personne aussi lumineuse que Joanna Comtois. Vraiment. Et il y a une chanson thème pour le Fonds d'espoir de Joanna, une chanson qui s'appelle « J'ai trouvé un trésor ». Et cette chanson-là parle d'union. C'est une chanson qui parle d'étoiles filantes. Et tu as vraiment été là pour elle. Et tu as été également un peu un papa de remplacement. C'est drôle, je sais pas. Faudrait demander à Natacha, puis si on pouvait demander à Joanna, ça a été quoi mon rôle? Qu'est-ce que j'ai pu représenter pour elle, tu sais? Ouais. Mais c'est sûr que Joanna, à l'âge qu'elle avait quand elle est décédée, ben tu sais, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'elle avait l'âge que j'aurais pu, mettons, si j'avais eu un enfant, elle aurait pu représenter l'âge de ma fille ou d'un fils, tu sais. Donc, il y avait un petit peu de ça. J'étais peut-être un grand frère, j'étais peut-être un amoureux secret parce qu'elle me trouvait donc bien beau, bien fin, puis que si Céline Dion puis René Angélil pouvaient être en couple, puis la différence d'âge qui était quand même assez importante, elle dit ben finalement on aurait à peu près la même différence d'âge, tu sais. Elle dit ben oui, ben c'est sûr, ben premièrement on va se calmer, t'es mineur, hein. Elle disait ça, ok. Ah ouais, on riait, puis tu sais c'était quand même pas caché, on en parlait ouvertement devant la maman, mais tu sais pas tellement longtemps avant que je rencontre Joanna, son papa s'était suicidé, donc c'est sûr que elle a vécu un grand choc de perdre son père. Puis est-ce que j'ai été une figure paternelle? En tout cas, c'est sûr que j'ai été une figure masculine qui a été importante dans ses derniers mois de vie. Ouais. Mais je pourrais jamais me dire, peu importe le temps que je passe avec un enfant, je peux pas être un papa de remplacement parce que ça se remplace pas, un papa. Puis le rôle d'un père ou le rôle d'une mère, tu sais, si tu as des enfants, tu sais c'est quoi? C'est viscéral. T'es viscéral, puis tu es mère 24 heures sur 24. À partir du jour où il y a un enfant qui dépend de toi, tu es mère 24 heures sur 24. Donc, moi, j'ai pas ça. Je suis peut-être un mononcle, un grand frère, une figure masculine supplémentaire, mais je ne voudrais jamais dire que je suis un papa de remplacement parce que ça ne se remplace pas. C'est unique, ce rôle-là. Puis, pour moi, c'est important. Je respecte trop les pères, les mères qui ont des enfants et qui sacrifient certaines choses. Moi, j'ai pas à faire ces sacrifices-là. Je veux dire, si je passe du temps avec un enfant en fin de vie ou des sportifs avec des jeunes qui ont des handicaps, je le sais que quand je quitte le défi, j'ai ma vie. Mais toi, quand tu quittes ta job ici, t'es encore mère. T'étais mère pendant, t'étais mère avant l'entrevue, t'es mère après. Moi, j'ai pas ça. Donc, je respecte beaucoup cette mission-là que vous avez, qui est une mission peut-être. Souvent, les parents me disent c'est le plus beau travail de ma vie, mais c'est le plus exigeant aussi. Vraiment. Alors, j'ai pas ça, moi. Oui. Écoute, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de souligner peut-être un petit peu l'accompagnement de Joanna, son accompagnement à elle, pour toi, pour la garder vivante, justement. Ouais. Donc, ce que je fais, Jean-Marie, je t'offre une étoile. Oh, c'est donc bien cute! Que tu vas pouvoir porter ou mettre dans un endroit précis, mais qui va te faire penser à elle pour la garder vivante. Ah, quel beau geste! Ouais. Tiens, voilà. Une étoile, c'est donc bien fin. Donc, Joanna est ici avec nous en ce moment, c'est clair, net et précis. Ah, c'est donc bien fin, merci. Ben, merci à toi d'être là. C'est pas fini? Ben, oui! On finit l'entrevue de même, là? On finit l'entrevue de même! OK! Ah, mon Dieu! Bon. Ben, tu finis sur un punch, c'est bien hot, ça. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. En espérant que le reste de ton été va être tout aussi significatif que ce que tu es en train d'accomplir. C'est bien parti, en moto, kayak, bateau dragon, des petites chroniques ici et là, mais pas beaucoup de travail, puis ça me fait du bien parce que c'est important de se recharger. Hein. De nourrir son âme. Oui, parce que je travaille beaucoup de ce temps-là durant l'année, mais arrivé au mois de juin, c'est le fun de déploguer. C'est presque un horaire de prof.